Et ben voilà, ça y est, c'est un direct. Bonjour à tous et je suis très heureuse de vous accueillir dans les locaux de Chambaya que j'ai réouverts pour l'occasion. J'espère que vous êtes tous en grande santé et quand je parle de santé, je ne parle pas seulement d'absence de maladie, mais également la bonne santé, le bien-être physique, psychologique et moral. Parce qu'il ne faut pas le négliger, même si dans cette période un peu particulière, beaucoup d'entre nous ont essayé de dégager les bénéfices de cette période en développant créativité et multiples activités. Pour autant, il ne faut pas négliger que cette période peut être une source de stress, un stress silencieux, insidieux, mais provoquer différentes formes de stress. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que le réveil de Chambaya est prévu pour le 11 mai, où la plupart des praticiens qui sont présents sur la structure reprendront leur activité, pour les soins individuels et également pour certaines pratiques collectives, en respectant évidemment un protocole et des procédures strictes sanitaires qui seront précisées lors d'un prochain mail. Voilà. En tout cas, pour l'occasion, là, à l'heure, à cette heure-ci, je suis très heureuse d'accueillir une jeune auteure qui est avec moi donc en visio, qui a écrit un livre qui s'intitule « J'ai arrêté de manger, mon combat et ma victoire contre l'anorexie ». Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce livre est sorti au moment du confinement, donc bon, voilà. Mais voilà, je vais vous la présenter. Hop. Si j'arrive à tourner, voilà. Bonjour Caroline. Bonjour Patricia. Alors, tout d'abord, comment vas-tu au fond de ton petit appartement dans la région parisienne? Bah écoute, ça va, il fait beau, donc quand il fait beau, ça va plutôt bien. Après, je t'entends pas très bien, mais du coup, je vais me concentrer sur tes paroles pour bientôt recevoir. D'accord. Bah écoute, c'est surtout toi qu'on veut entendre de toute façon. Bah écoute, déjà, si en quelques mots, comment tu te décrirais? Explique-nous qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très très bien puisque j'ai mon métier que je rêvais de faire depuis toujours puisque je suis enseignante. J'ai mon appartement. Bon, je suis juste à 800 km du sud de la France puisque ça, c'était pas prévu dans l'histoire. Mais au final, de partir un petit peu et de m'éloigner, ça m'a aussi permis de prendre mon indépendance. Donc, c'est plutôt positif. Donc, aujourd'hui, ça va plutôt très bien. Tu as quel âge, Caroline? J'ai 25 ans. Ok. Bon, bah écoute, moi, ça me semblait une évidence, ça me fait très plaisir de démarrer avec toi pour ces formats, puisque dans les réflexions que nourrit Chambaya, qui sont dédiées au bien vivre et à l'harmonie, bah évidemment, l'anorexie qui fait partie des troubles alimentaires me semblait un sujet tout à fait adéquat, parce que si l'on en croit les statistiques, les troubles alimentaires aujourd'hui augmentent dans nos sociétés et donc je suis très heureuse de partager nos échanges avec le public qui nous regarde et que je vois arriver là sur mon écran. Voilà, bah écoute, on va tout de suite, moi la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, les objectifs et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'ai choisi d'écrire ce livre déjà parce que pour moi, l'écriture, c'était la forme la plus simple pour extérioriser ce que j'avais dans la tête. J'ai toujours écrit, donc dès le début, même quand ça n'allait pas, j'écrivais. Pour adolescente, j'écrivais aussi un journal intime. Et même tout au long de la période où j'ai eu des troubles alimentaires, j'écrivais toujours parce que j'avais l'impression de nager dans un espèce de grand brouillard. Et en fait, ça me donnait l'impression d'en sortir quand je pouvais coucher mes pensées sur le papier. Parce que comme elles étaient très embrouillées, que j'avais cette impression que ça tournait beaucoup dans ma tête, finalement, de les mettre à l'écrit, ça m'aidait beaucoup. Et donc l'idée au départ, c'était pas forcément d'écrire un livre.
parce que mes idées et mes pensées étaient très confus, donc c'était très brouillon. Et finalement, quand je suis arrivée un petit peu à la fin de tout ça, j'ai trouvé ça intéressant de structurer finalement tout ce que j'avais appris, vécu pendant ces 5 années, et puis de le mettre sous la forme d'un livre, en tout cas d'un projet de manuscrit que j'ai envoyé ensuite à un éditeur et qui m'a répondu dans les 3 jours, d'accord. Qui m'a surpris. Oui, parce que tu me disais, quand on a préparé cette interview, tu me disais qu'au départ, tu n'avais pas du tout l'intention de publier. Au départ, c'était plus pour expliquer à tes proches ce que tu avais vécu. Oui, au départ, c'était ça. C'était de pouvoir en fait mettre en forme ce que j'avais vécu et de pouvoir leur dire à partir d'un document, tout simplement parce que finalement, j'avais l'impression que quand je l'expliquais avec mes propres mots, j'avais beau l'expliquer, eh bien, visiblement, j'avais l'impression qu'on n'était pas sur la même fréquence. Et donc, je me disais que finalement, en le posant sur du papier, ça permettait de leur donner comme ça, mais aussi d'avoir une forme de recul. Et pour moi, parce que du coup, ça m'évitait de parler directement et de me mettre au passage à pleurer. Et pour eux, parce que ça leur permettait aussi, du coup, de prendre le temps avant de me répondre, quand ils recevaient ces émotions brutes. Et est-ce que ça permettait donc une distanciation par rapport à ton état de mal-être? Oui, ça permettait moi déjà de mettre une distance. Eux, je pense, quand ils le recevraient, dans mon idée, d'en mettre une aussi. Mais effectivement, moi, déjà d'écrire, ça me permettait de faire sortir cet état-là pour le comprendre, en fait. Dès que je comprenais un peu mieux, c'était plus simple pour m'apaiser vis-à-vis de mes angoisses. Ouais, c'était thérapeutique, quoi. Oui, c'était vraiment un processus thérapeutique qui visait pas au tout départ à devenir un livre. C'était vraiment pour moi, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un livre. Ouais, j'ai beaucoup aimé quand tu disais que tu avais l'impression de vivre dans un brouillard et que l'aboutissement de ce livre, ça a été un soleil au milieu de ce brouillard. Oui, parce que finalement, quand je regarde le livre à la fin, je me dis c'est chouette parce que je raconte quand même des choses qui sont assez compliquées, des événements de ma vie que j'ai traversés qui étaient assez durs. Mais quand je les regarde maintenant, je suis contente parce que je me dis ça appartient au passé. Et effectivement, dans ma vie d'aujourd'hui, ma vie elle est ensoleillée, donc cette époque-là me semble presque dans un ailleurs qui n'existe plus, mais qui a fait la personne que je suis maintenant. Et oui, ça a été constructif en même temps. Et alors, moi, ce qui m'a interpellée quand on a discuté, même en lisant ton livre, tu insistes sur le fait que tu as été victime tu as subi ou tu as vécu une anorexie mentale. Tu penses qu'il y a différentes formes d'anorexie? Oui, alors déjà, il y a différentes formes de troubles alimentaires. Parce que, là, moi, je parle d'anorexie mentale, mais il y a la boulimie qui existe, il y a l'orthorexie, il y a plein de formes, en fait, un petit peu différentes dont on ne parle pas spécifiquement, parce qu'on se focalise toujours sur l'anorexie mentale, qui, en fait, est le plus visible. Qui est le plus visible parce que ça se voit sur le corps. Donc, moi, je parle d'anorexie mentale parce que le terme d'anorexie, ça veut dire une perte d'appétit. Alors que l'anorexie mentale, c'est une maladie qui est psychologique, puisqu'en fait c'est parce qu'il y a un désordre psychologique que du coup il y a une anorexie. Et je dis aussi qu'il y a plusieurs types d'anorexie et de façons de le vivre, c'est pour ça que là c'est mon parcours à moi, c'est ma manière dont moi je l'ai vécu, mais il y a des personnes qui vont par exemple, je connais des filles qui ont eu le même souci, elle décrivait qu'elle n'avait pas du tout faim. Moi j'ai pas eu cette impression de ne plus avoir faim, par contre j'avais peur de manger. D'accord. Et cette peur de manger, donc à quel moment tu as pris conscience qu'il y avait un problème? Je m'en suis rendu compte assez rapidement. Je m'en suis rendu compte vite. Je m'en suis rendu compte, on va dire, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, parce que j'avais perdu 7 kilos et je rentrais plus dans mes pantalons, ce qui était beaucoup. Parce qu'au départ, j'avais juste perdu 2-3 kilos en me disant c'est chouette, c'est plutôt bien, je me sens bien dans mon corps. Et sauf qu'en fait, par peur de reprendre ces 2-3 kilos, je me suis mis à dire attention, j'ai peur de les reprendre. Du coup, il faut que je fasse attention. Sauf qu'en fait, c'est là où j'ai pas vu que j'avais perdu la notion de ce qui était un repas normal, de ce qui n'était plus.
Et puis après très rapidement, ça a commencé à dégringoler, sauf que j'allais pas bien dans ma tête non plus, donc je voyais bien qu'il y avait un souci quand même. Puis ma mère me le faisait remarquer aussi. Et, mais donc du coup, c'est assez rapidement finalement que je me suis dit oui, il y a un souci. Et quand finalement, quand on a globalement un petit peu compris de quoi il s'agissait, ça m'a plus fait du bien qu'autre chose de me dire ok, il y a vraiment un problème, c'est pas que dans ma tête, c'est lié aussi à une maladie ou quelque chose D'accord. Qui rendait légitime ma souffrance, on va dire. Et tu t'es laissé aller, tu as perdu combien de kilos en tout? En tout 15, je crois. D'accord, 14-15. En peu de temps, j'imagine. Ah oui, en peu de temps, parce que c'était en 3 mois, je crois. Okay. Oui, en 3 mois à peu près. Et justement, donc, qu'est-ce qui... parce que tu expliques que la mise en place du processus, en fait, elle était très tôt dans ta vie, mais il y a eu comme des étapes où ça s'est renforcé, où ça a pris forme, jusqu'au déclenchement, en fait, du processus qui t'a... Oui, c'est ça, c'est que... c'est pas drôle du tout, je sais pas pourquoi je rigole, mais non, mais parce qu'en fait souvent les gens et moi la première, on cherche la cause. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, boum, il s'est passé ça? Et il y a des personnes qui vivent un traumatisme qui vraiment enclenche une anorexie, et là c'est visible, on sait d'où vient le problème. Moi, j'ai pas été traumatisée, personne ne m'a fait du mal, mais c'est une multiplicité finalement de causes qui à un moment donné ont induit cette conséquence. Mais bon, c'est pour ça que je voulais dans mon livre remonter un petit peu plus loin, à partir de l'enfance, mais ça veut pas dire que parce que je décris un événement de mon enfance, c'est à cause de ça. C'est en fait plein de petites choses qui, mises bout à bout, ont fini par arriver à ce moment où je suis partie à l'université, où ça m'a pas plu quand j'y suis arrivée. Alors peut-être que je suis partie en me disant que ça allait se passer comme ça, en l'idéalisant d'une certaine façon. J'ai pas retrouvé ce que je voulais. Je sortais du lycée où j'avais quand même été pendant 3 ans avec les mêmes personnes. C'était un peu un petit cocon. Et là, d'un coup, j'avais plus mon cocon du lycée, j'avais plus mes enseignants, j'avais plus mes parents. Et je m'étais raccrochée à l'amitié que je vivais à ce moment-là en me disant, au moins on est ensemble. Et en fait, là non plus, ça ne marchait plus. Donc finalement, tout s'écroulait un petit peu. Et je pense que j'ai commencé progressivement à déprimer jusqu'à après les troubles alimentaires. D'accord. Et justement, tu penses que c'est l'état dépressif qui a entraîné l'anorexie ou l'inverse? Je me suis posé plusieurs fois la question, mais pour moi, je pense que j'étais déprimée et que du coup, ça a entraîné ça. Maintenant, le fait d'être en sous-poids n'aide pas non plus. Oui. Le fait d'être en sous-poids n'aide pas à aller mieux psychologiquement. Oui, ça s'auto-alimente en fait. Oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a été le déclencheur qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de faire quelque chose, quoi, de sauver ta peau en quelque sorte? Parce qu'en fait, il y a eu un moment donné où je savais bien que la solution, c'était que je parte de l'appartement où j'étais. Parce que j'étais plus bien dans cette amitié, je ne me plaisais pas dans ces études, donc je savais bien, ça voulait pas dire que j'allais guérir à partir du moment où j'allais partir, mais que déjà j'allais amorcer un processus. Et j'arrivais pas en fait à sortir de cette amitié. J'avais vu une psychologue 2 fois qui m'avait dit il faut que vous quittiez l'ami avec qui vous êtes. Et moi je me raccrochais encore en fait à cette amitié-là. Et un soir j'ai été voir ma meilleure amie et je lui ai dit j'ai perdu 14 kilos. Et elle m'a regardée, elle m'a dit ça se voit pas. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression d'ouvrir les yeux et de me dire « Ah oui, d'accord, donc en fait, j'essaie de sauver quelque chose depuis des mois, mais en fait, elle s'en fiche complètement, il n'y a rien à rattraper. » Et je crois que j'ai eu l'impression de me rendre compte de la personne avec qui je vivais, en me disant « D'accord. » Et le lendemain, je devais partir pour aller à l'université, et j'étais devant la porte d'entrée, j'allais partir, et d'un coup, j'ai eu une illumination, je me suis dit « Et si je rentrais chez moi ?» Bon, après, j'ai eu une espèce d'état d'euphorie. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça, c'est une super idée. Je me croyais dans un roman d'aventure. Je me suis dit, ça va être le début de la nouvelle vie que je vais mener. Il le faut parce qu'en fait, sinon, je vais mourir dans cet appartement. Donc, c'est grotesque. Je vais pas rester dans cet appartement où cette vie, et me raccrocher à cette vie qui vaut plus rien du tout. Et je sentais que j'étais complètement en train de partir. Et puis ma mère me disait de rentrer aussi à la maison. Et bon,
passé cet élan d'euphorie, après j'ai appelé toute ma famille pour savoir s'ils m'en voudraient beaucoup de quitter mes études. Oui, parce qu'il y a la notion de culpabilité Oui. qui t'étire en fait. Oui, parce que j'étais partagée entre l'idée de me dire il faut que je parte, parce que je le sais que sur un point de vue santé, il faut que je rentre chez ma maman. Mais sur un autre point, moi j'avais toujours été la fille pour qui ça marchait toujours. J'avais eu toujours des bonnes notes, ça avait toujours fonctionné, les études ça avait toujours marché. Donc là j'avais l'impression finalement, alors je culpabilisais d'abandonner un appartement que mes parents payaient, et je culpabilisais aussi à l'idée d'arrêter mes études, parce que j'avais l'impression que c'était la fin de tout. Je ne reprendrai plus jamais, je ne ferai plus rien de ma vie, c'est fini. Oui, donc il y a les peurs, la perte de contrôle, la perte de repères, tout ça qui nourrit en fait le processus. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé donc à partir du moment où tu as pris, donc avec l'assentiment de tes proches, tu as pris la décision de t'occuper de toi finalement. Comment ça s'est passé? Pardon, vas-y. Non, mais j'ai appelé ma mère, tu peux venir me chercher. Ouais. Donc ma maman est venue me chercher. Et après, alors, moi j'ai ma mère qui s'est occupée de tout, qui a trouvé les médecins, qui a trouvé, qui s'est occupée de tout. Donc on a été à l'hôpital à Marseille, à Sainte-Marguerite. Alors aujourd'hui ils sont plus à Sainte-Marguerite, ils sont à l'hôpital de la Conception en face de la Timone. Et il y avait un service qui était spécialisé dans la nutrition et la prise en charge des troubles alimentaires. Et là, on a rencontré un endocrinologue, donc c'est un médecin qui s'occupait du suivi un peu médical qui m'a mis également en relation avec une diététicienne et avec un psychiatre. Et la diététicienne, elle a fait un menu qui au départ était là pour me redonner des bases alimentaires pour savoir comment remanger normalement, parce que j'avais plus aucune notion de rien, donc en fait le moindre gramme me semblait énorme. Donc là, c'était, il faut manger à peu près comme ça, au moins pour stabiliser le poids. Et parallèlement à ça, j'étais censée aller voir un psychiatre. Le problème, c'est pas un problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le psychiatre, lui, propose une thérapie qui est basée, ça s'appelle des TCC, c'est des thérapies qui doivent soigner le comportement, pour modifier le comportement qu'on a. Sauf que c'était quelque chose qui était très, on soigne le corps, on soigne le comportement. Et à ce moment-là du problème, moi, je voulais comprendre. Et du coup, j'avais vraiment besoin en fait de creuser les choses pour comprendre comment j'en étais arrivée là. Donc, j'ai continué à aller voir le psychiatre, mais très peu. Par contre, parallèlement à ça, j'ai repris un suivi psychologique avec une thérapeute, et avec elle, je suis restée 2 ans pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui faisait en fait dans toute ma vie que j'étais arrivée à ça. Parce que j'avais besoin mentalement de savoir, parce que je voyais pas trop l'intérêt pour moi de guérir que le corps et de pas guérir la tête, parce qu'il me semblait évident que c'était un problème psychologique et que je pouvais me remettre à manger et prendre 10 kilos, ça ne réglerait pas le problème que j'avais. Et du coup, j'avais cette impression par contre d'être un peu décalée avec, à l'inverse, avec ma famille qui eux se focalisaient sur il faut reprendre du poids, alors que moi j'étais dans non, il faut que je comprenne ce qui va pas. Ouais. Après, je dis ça, mais ça ne pouvait pas aller sans une reprise alimentaire non plus. Bien sûr, il fallait une pluridisciplinarité finalement pour prendre en charge la pathologie et il fallait conjointement travailler et sur le corps et sur l'esprit. Tout à fait, c'est pas en fait, je pensais moi au départ que ça se guérissait comme un rhume. Donc on prenait un médicament et c'était fini. Mais ça n'existe pas. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui en fait se guérit, même si le mot guérison est quand même un très grand mot, mais qui c'est le temps, parce que c'est très long. Ça c'est aussi compliqué à faire comprendre, je pense, aux proches aussi autour, c'est que ils espèrent qu'en 2 jours ça. Oui. L'appétit va revenir. Alors qu'en fait c'est très très long. Et puis en fait moi c'est un processus de choses, de vécu, de rencontres, de thérapeutes, de médecins aussi, qui ont fait qu'à un moment donné, ça allait mieux. Mais il a fallu vraiment cette approche pluridisciplinaire avec plein de professions un peu différentes au niveau médical. Et tu me disais aussi, quand on a préparé, l'importance d'avoir trouvé la formule qui était adaptée à toi. Le fait, tu me parlais de, toi, tu as besoin de contrôler, et donc le fait que tu sois tombée sur une nutritionniste qui te propose de peser... je te laisse en parler. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, la nutritionniste, elle m'a dit, dès que je suis arrivée, qu'il allait falloir que je pèse en fait l'alimentation. Et elle m'a donné quelque chose qui était très cadré. Et moi, je suis quelqu'un de très scolaire.
Donc on me dit de faire quelque chose, je le fais. Mais alors bon, le problème qu'il y a, c'est que du coup elle m'a dit vous pesez vos aliments, ce qui m'allait très très bien parce que ça me permettait finalement quand même de contrôler mon alimentation. Parce que tout ce que je mangeais qui était pesé, ça faisait partie de mon espèce de grande bulle de protection. Tout ce que je pouvais manger dans ma bulle, c'était bien, c'était bon. J'étais assurée que j'allais pas prendre 10 kilos d'un coup, mais je mangeais. Donc bon, je me disais contrat rempli, je fais plaisir aux gens, je mange. Mais je fais tout ça dans la bulle. On sort pas de la bulle. Et le problème qu'il y a, c'est que ça restait du contrôle quand même. Parce que l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est une maladie du contrôle alimentaire. Donc j'essayais de contrôler en fait ma vie en pesant les aliments. Oui, le besoin de contrôler qui est finalement une illusion. Ah oui, oui, parce que je contrôlais rien du tout. C'est parce qu'en fait, si, je contrôlais l'alimentation. L'alimentation. Bon, voilà, mais en fait, c'est pas ça le souci. Le problème qu'il y a, c'est que moi, j'avais peur de grandir, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de vivre. Ben oui. Et peser mes aliments, ça me donnait l'impression que je maîtrisais ma vie. Alors que non, pas du tout. Et du coup, tu me disais aussi l'importance, toi, dans ton processus, d'avoir eu autour de toi les proches suffisamment, où tu étais suffisamment en confiance pour t'accompagner. Oui, c'est-à-dire que moi, là, le grand avantage que j'ai eu, c'est que je leur ai tout donné dans les mains, en fait. Ma mère et son ami et Pascal se sont occupés de moi. Donc, en fait, finalement, alors, j'ai eu énormément de chance de rencontrer. Voilà, il y avait ma maman, mais il y avait aussi son ami qui, en fait, me permettait, du coup, de réavoir une relation avec ma mère, d'enlever le côté médical. Et effectivement, elle, j'avais complètement confiance en elle. Genre, je savais. C'est pas que j'avais pas confiance en ma mère, mais ma mère, j'avais toujours... c'est une maman, donc à un moment donné, forcément, je me disais, elle va vouloir rajouter des choses dans mon assiette, parce que c'est ce que je ferais pareil si j'avais un enfant. Donc, voilà. Alors que Pascal, je savais qu'elle, s'il y avait marqué 100 grammes, ce serait 100 grammes, pile. Et j'avais pleinement confiance. Je n'ai même pas besoin de vérifier, en fait. C'était... Ouais. Bon. Et tu disais, à quel moment, du coup, donc ce processus enclenché, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, je suis guérie? Alors, encore une fois, le mot guérison, je l'aime pas trop parce que je sais pas trop ce qu'il veut dire, en fait. Est-ce que guéri, ça veut dire retrouver un poids santé? Est-ce que guéri, ça veut dire aller mieux dans sa tête? Est-ce que, voilà, ça veut dire plein de choses. Au niveau du corps, pour moi, c'est le moment où j'ai retrouvé mes règles. Parce que quand, en fait, dans l'anorexie, à un moment donné, quand on passe en sous-poids, il n'y a plus assez de production hormonale. Le corps se met en arrêt parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une grossesse. En gros, c'est ce que le médecin m'avait expliqué. Et du coup, à partir du moment où j'ai retrouvé mes règles, je me suis dit, bon, déjà, c'est le signe que ça va mieux. Après... Pardon, il y a eu un bruit. Je dirais plutôt que... Au-delà du mot guérir, moi j'utiliserais plutôt le mot au moment où je me suis sentie un peu libre. Parce que finalement, ça a été le moment où j'ai rangé la balance. La petite balance que j'ai continué à garder pendant un long moment pour peser mes aliments. Puisqu'à un moment donné, oui, d'accord, physiquement ça va bien, mais bon, si je continue à tout maîtriser, tout contrôler et que j'accepte pas de sortir de mon cadre rigide, j'allais au restaurant avec la balance. Même au restaurant, je me disais, je peux pas manger plus que ça parce que la balance a dit que... Ouais. Bon, et en fait, à un moment donné, cette balance qui était une béquille, elle a fini par me prendre la tête. Je me suis dit, mais c'est pas une béquille, c'est une prison. Et j'arrivais en fait à la fin de mes études, et j'étais au restaurant avec ma meilleure amie, et je lui expliquais que ça me prenait la tête, cette balance, de pas pouvoir aller au restaurant et manger le plat entier si j'avais envie de manger le plat entier, mais il rentrait pas dans mes cases, alors du coup, ça marchait pas. Et elle m'a dit, tu rentres, tu la ranges. Et on me l'avait déjà dit. Sauf que je pense qu'à ce moment-là, j'étais prête à la ranger. Et du coup, je suis rentrée chez moi, je l'ai prise et je l'ai rangée. Et puis, je m'en suis plus servie. Et là, tu t'es dit, le problème est derrière moi? Et je me suis dit qu'en fait, j'avais fini mes études, j'allais muter à l'autre bout de la France, et j'allais pas emmener l'anorexie avec moi. Et que ça faisait plus partie, en fait, de ma vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des restes, il n'y a pas des choses... Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je pense que j'ai quand même une alimentation qui reste très structurée. Je ne suis pas la personne qui... Je ne m'assois jamais sur un soir en mangeant juste un paquet de céréales. Bon, j'ai des copines qui le font. Moi, j'arrive pas, mais ça me plaît pas parce que je veux avoir quand même un truc qui est équilibré.
bon, cette notion d'équilibre, je l'avais pas avant les troubles alimentaires, avant la diététicienne, avant ci, avant ça. Mais par contre, je suis libre. Ouais. J'ai pas de prison. Si j'ai encore faim, je peux manger. Si j'ai pas de prison, de cadre. Ça, c'est bien. Super. Ouais, je pense que le mot est juste. C'est vraiment l'impression d'avoir retrouvé une liberté d'agir. C'est ça. Si j'ai des amis qui m'invitent et qu'on va manger, je psychote pas en me disant on va manger quoi, comment je vais faire pour manger, si on va au restaurant, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. En fait, j'arrive à m'adapter, alors qu'avant, c'était horrible. J'étais au restaurant, je me disais, c'est pas possible qu'il y ait autant de plats sur une carte. C'est pas possible. Bon, mais c'est, écoute, un sacré parcours, et on sent quand même en toi, alors je sais pas si tu l'étais petite, et c'est quelque chose qui s'est révélé avec cette épreuve, mais on a vraiment l'impression d'une force combative. Tu es vraiment, dans quelque chose de très vivifère. Et j'ai l'impression que tu illustres parfaitement le proverbe ce qui ne tue pas rend plus fort, quoi. Ah oui, puis je suis convaincue que de toute manière, c'est les épreuves qu'on vit dans la vie qui font la personne qu'on devient. Et effectivement, moi, évidemment, non, j'aimerais pas revenir dans la période du passé, mais je pense que c'était bien. Enfin, non, c'était pas bien, mais finalement, ça m'a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Tu en as fait quelque chose d'utile. Oui, et puis même je vois dans ma relation aux autres, dans ma relation même avec mes élèves, je vois que je suis beaucoup plus bienveillante, attentive, que j'ai un côté un peu psychologique que je pense que je n'avais pas avant. Alors justement, si tu avais un message à faire passer pour les personnes qui sont en souffrance, la première chose qu'est-ce que tu dirais? Voilà. La première chose, c'est de ne pas rester seule, en fait. C'est illusoire de penser qu'on peut s'en sortir toute seule. Ça marche pas en fait, c'est les autres. Alors ça demande, c'est compliqué parce que moi pendant longtemps j'ai eu énormément honte d'avoir demandé de l'aide aux autres parce que on aime bien aussi penser qu'on peut s'en sortir tout seul, mais en fait non, ça ne fonctionne pas, et surtout il faut demander. C'est plein de personnes qui peuvent nous aider, et c'est pas forcément les personnes qu'on s'y attend non plus, mais il faut pas rester tout seul, en tout cas ça c'est certain. Et un message aux familles qui sont confrontées à ce problème et qui se trouvent démunies et un peu en panique par rapport à ça? Moi, je pense que l'important, c'est de garder le lien et la communication avec la personne. Déjà de toujours lui rappeler que ils sont là, qu'ils peuvent l'écouter, que ils peuvent l'accompagner également. Après, la démarche ne peut venir que de la personne elle-même. Je veux dire, on est acteur de notre propre guérison, donc les autres peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas non plus faire le chemin à notre place. Et puis d'accepter que ça prendra du temps. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense, est un peu plus compliqué à accepter. Accepter aussi, je pense, peut-être que de lâcher prise vis-à-vis du fait que des fois, on peut pas non plus tout faire pour l'autre. Et puis peut-être, si jamais c'est vraiment trop compliqué pour soi, se faire aider aussi. Puis tu disais surtout, un parent n'est pas un soignant, ne pas mélanger. Oui. Ah oui, un parent n'est pas un soignant, parce que le problème, c'est que du coup, ça freine complètement la relation après. De même que, je t'avais dit aussi, je pense qu'il ne faut pas parler de nourriture à table. Enfin, c'est même pas ça, on peut parler de nourriture, on peut dire, c'est bon la pomme de terre, mais non, mais ne pas stigmatiser en disant, t'as mangé que ça, t'as mangé que si. Je pense que ça, il faut en parler après, revenir sur l'événement, mais au moment, en fait, de la table, c'est tellement anxiogène et angoissant que de toute manière, on n'est pas dans le raisonnable. Donc, et puis par contre, effectivement, garder dans l'esprit que un parent, plus ou moins proche, mais c'est pas à lui de jouer le rôle du docteur. Par contre, c'est à lui d'être là pour la personne, d'écouter, dans ses limites, de ce que lui peut faire. Okay. Mais écoute, super. Alors, je voudrais que tu montres quand même ton livre. Très bien. Que l'on peut commander à Cultura ou à la Fnac. Voilà, que l'on trouve facilement. Oui, qui est partout. Qui est partout, voilà, qui est très facilement, on peut le lire très facilement.
très Oui, plein de agréable. personnes m'ont dit que ça se lisait bien, donc Voilà. a priori, C'est soit très... elles m'ont menti parce qu'elles m'aiment trop, Si je peux soit me elles disent la permettre, vérité. si je peux me permettre, il est très digeste. Ça va. Si l'écriture est facile et fluide, c'est le plus important. Bon, bah écoute, en tout cas, alors j'ai eu quelques petites questions. Je vois quelques petites questions par texto et sur Facebook, mais je pense que je vérifie, mais je pense que tu as répondu à peu près à tout. J'ai essayé, voilà, j'ai essayé de te poser les questions au fur et à mesure. En tout cas, s'il reste des questions en suspens, ben voilà, on espère t'accueillir prochainement Moi aussi. en chair et en os. Moi aussi, j'espère pouvoir venir prochainement. J'ai l'impression de faire du mauvais humour, mais bon. Et puis, ben, je voudrais dire donc à ceux qui nous regardent que cette interview sera diffusée sur la nouvelle chaîne YouTube de Chambaya à partir de vendredi. Voilà, et à voir et à revoir et à partager. Je te souhaite en tout cas, Caroline, je te souhaite plein de bonnes choses parce que je sais qu'en plus tu es très militante et ton côté combatif, tu le poursuis au niveau politique. Voilà, donc je te souhaite une bonne continuation et à bientôt au soleil, chez nous. Au soleil. Au revoir. Bisous. Merci pour ta présence. Bye.